BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci de nous écouter, de nous regarder. Je vous rappelle que De quoi je mêle en exclu et en avant-première dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et aussi en podcast audio. Et évidemment, on ne change pas nos habitudes. Vous aurez quelques minutes supplémentaires si vous nous écoutez sur le podcast. Et puis après, le week-end, bien sûr, le vendredi soir sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis rediffusé aussi le samedi et le dimanche. Anthony Morel est toujours avec nous, Gonzague d'Ambricourt, Nicolas Guyot pour cette deuxième partie. Et Anthony, on va parler maintenant de robots aspirateurs. Il faut savoir que c'est un marché qui est, on va dire, verrouillé par les Chinois depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, tous les robots aspirateurs que vous achetez viennent de Chine. 70% du marché. Ouais, c'est monstrueux. Sauf que, eh bien là, il y a une nouveauté qui vient de la Silicon Valley. Oui, c'est ça. Alors, c'est un aspirateur américain, mais qui enflamme la presse tech aux États-Unis. Il n'est pas encore sorti en France, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que c'est un petit bijou de technologie, on va y revenir. Et pour la petite anecdote, et c'est ça qui m'a titillé, et c'est pour ça qu'on en parle, il a obtenu, alors vous connaissez le site Wired évidemment, qui est un site tech de référence depuis des années, des décennies, donc il teste tous les produits possibles et imaginables, et ce robot aspirateur qui s'appelle le Matic, ils lui ont donné la note de 10 sur 10, et chez Wired, le 10 sur 10, c'est genre une fois tous les 5 ans. Ouais, c'est rarissime. Vraiment, ça n'arrive quasi jamais. Okay. Je me dis, mais quand même, c'est complètement incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un robot qui a été conçu par des anciens ingénieurs de chez Google. Ils se sont dit, on va révolutionner l'aspirateur robot. Alors, ils y ont intégré une couche d'intelligence supplémentaire. Ce petit robot aspirateur, par exemple, on va lui parler, on va lui donner des ordres. C'est-à-dire que tu vas en fait le commander et lui dire, voilà, va nettoyer les plantes du salon. Tu vas lui dire, tu peux lui montrer aussi. Passe-moi l'aspi sur le tapis, quoi. Passe-moi l'aspi sur le tapis. Ah là, sur le tapis, il reste une tâche. Et tu lui montres en fait du doigt. Et il va aller nettoyer là où tu lui montres. Parce Nico a fait tomber un morceau de pizza sur le parquet. Par exemple, la fameuse. Et donc, du coup, il va venir récupérer la pizza. Parce la plupart des robots aspirateurs sont équipés de télémètres. Lui est équipé de caméras, donc 6 caméras intelligentes qui sont capables d'analyser tout ce qui se passe et de le rendre un peu plus malin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire, vous savez, bêtement des allers-retours, et vous allez avoir le message aspirateur bloqué, il faut venir le débloquer. Lui, en fait, il va voir et comprendre ce qui se passe chez vous et donc il va pouvoir zigzaguer, se faufiler un petit peu partout, comprendre vos habitudes aussi, c'est-à-dire il voit que par exemple après les repas, vous mangez souvent, vous êtes autour de la table de la cuisine, et il y a des miettes de pizza, il y a des croûtes par terre, parce que Nico mange comme un cochon, et donc du coup l'aspirateur il vient récupérer les croûtes de pizza. Bon, pauvre Nico, il a rien demandé. Il prend des balles perdues. La mitraillette là. Donc voilà, en gros c'est ça. L'idée c'est ils ont ajouté finalement une brique d'intelligence. Alors tout ça, vous allez me dire peut-être c'est un peu gadget, mais ça permet sur un marché qui est très concurrentiel, celui des aspirateurs robots, d'avoir un petit peu de nouveauté. Et en tout cas, les journalistes tech qui ont testé ce robot, on n'a pas pu le tester encore, il est sorti aux États-Unis seulement, eh bien le trouvent absolument incroyable. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez les petites vidéos de présentation qui sont quand même... C'est assez rigolo parce qu'on dirait une petite une imprimante scanner à roulette. Ouais, un peu ça. Ouais. Mais il est tout mignon, c'est clair. Visiblement, on jette le sac quand il est vide, au lieu de le garder, tu le jettes. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Il n'a pas de base. Alors, en fait, c'est quand même incroyable, parce que donc il est très populaire, mais il est quand même assez cher. Il est vendu actuellement $1 250 et il revient en septembre à 1 500, qui est le prix de lancement. Il n'a pas de base. Quand il aspire du liquide, ils le font sécher avec un gel assez particulier. Donc c'est des sacs jetables qu'il faut jeter toutes les semaines. Donc il y a un prix de composants quand même de consommables assez élevé. Donc tu as les sacs, tu as le gel, j'imagine. Exactement. Après, dans les trucs rigolos sur le produit, il a cartonné sur X. Il y a plein de gens un peu riches qui se sont mis à montrer des vidéos qu'il avait à la maison. La fonctionnalité de commande vocale est récente et normalement gère 70 langues. Donc marrant. Et il est Tu peux lui demander de ramasser les pizzas en ourdou, en bengali. Ça marche. Mais il est un peu contrarié dans sa politique, c'est-à-dire qu'à la base, ils ont quand même lancé ce robot qui est capable de fonctionner sans Internet, en Bluetooth, parce qu'il embarque une carte NVIDIA Jensen Nano. Donc,
assez dingue. Donc il a de l'intelligence, on va dire. Il a de l'intelligence, c'est ça qui fait fonctionner ses caméras. Donc lui, le plan de la maison qu'il fait, il n'est pas uploadé à l'extérieur. Okay. Donc, par exemple, Amazon qui voulait racheter iRobot, c'était beaucoup pour avoir aussi accès au plan des maisons. Et on sait que la plupart des robots chinois, eux, envoient toutes ces datas, toutes ces données. Et on a vu beaucoup là l'été dernier les piratages qu'un chercheur français Samy a mis en exergue sur DJI, sur tous les constructeurs. Donc ça, c'est local. Mais le truc con, c'est que la reconnaissance et le contrôle vocal, ça passe par Google. Donc ça, c'est pas local. Donc c'est fou parce qu'il a eu cette note incroyable et en même temps, il a plein de trucs un peu basiques ou pas très pratiques. Devoir jeter des sacs, ça coûte cher. Et à la base, cette boîte, elle voulait le louer, ce robot. Ils voulaient le louer $125 par mois. Et ils ont finalement basculé sur le modèle de la vente. Et ils n'en ont pas vendu énormément non plus. C'est un produit qui s'est vendu à 16 000 exemplaires, je crois. C'est pas encore menaçant pour les Chinois. Ce qui les menace, c'est que le gouvernement américain est en train de durcir toutes les lois autour du fait d'acheter américain. Il faut que ça soit construit aux États-Unis avec 65% de composants américains, ce qui est quasi impossible. Donc, oui, parce que même sur ce produit-là, je suis persuadé qu'il y a des composants chinois. Bien sûr. C'est obligé. Il est fabriqué et assemblé aux États-Unis, mais c'est bardé de composants asiatiques. C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi de toute cette dynamique, on va dire, géopolitique actuelle. C'est ça. Et puis je vous rappelle une dernière chose, c'est que le seul constructeur de robots américain, iRobot, a mis la clé sous la porte et a été racheté par des Chinois, je crois. Oui, ça devait être racheté par Amazon et ça s'est fait bloquer par l'autorité de la concurrence américaine. Et en fait, ils n'ont pas tenu le coup, ils n'avaient pas assez de cash. Et je crois que c'est l'un des fournisseurs d'iRobot chinois qui a racheté en fait la marque iRobot. Non, mais c'est marrant, moi ça me fait penser aussi, parce que tu te dis sur un marché qui est aussi concurrentiel, parce que mine de rien, alors il y a des acteurs trustés par les Chinois, mais il y a beaucoup de concurrence quand même entre les différents acteurs. Et donc c'est à qui ajoutera finalement ce que tu dis à un moment, robot aspirateur, qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi. Il aspire bien, ok, super. Et donc il y a plein de trucs qu'on voit notamment sur les grands salons au CES. Tu te souviens là ce qu'on avait vu, le robot avec la pince qui ramasse la chaussette qui traîne, ou cette année le truc encore plus dingue et encore plus débile, c'était le robot aspirateur avec un drone. Tu te souviens de celui-là? Ah oui, tu sais, t'avais le drone qui venait se poser sur le robot aspirateur et qui le faisait aller à l'étage supérieur pour qu'il puisse faire 2 étages. Et le robot qui fait monter le robot. Le robot dans le robot maintenant. Non mais c'était cool. Et franchement le truc c'était ridicule parce que ça faisait un boucan d'enfer. Ça va être hyper dangereux. T'es dessous, le drone lâche l'aspirateur. Tu prends l'aspirateur sur la figure. Je pense que ça n'a aucun sens. Dans la torpeur de l'été, en fait, c'est nos collègues américains, en fait, ils ont vu un truc qui changeait en fait. C'est que là, les robots aspirateurs, ça fait 5 ans. On les voit, nous. Alors ils sont de plus en plus performants, mais ils viennent tous du même endroit. Ils ont tous la même gueule. Ils sont tous le même concept. Alors effectivement, ils essayent d'ajouter une pince, un machin, un truc, etc. Mais au final, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, tous les Chinois adoptent la même chose. Donc ils ont tous la même gueule et le même fonctionnement. Là, on a un robot, il est carré, donc il est un peu cubique même. Il n'a pas de base comme. Il n'a pas de base. On communique avec lui d'une autre façon. Je pense que le truc, c'est ça qui a fait tilt. Après, il y a plein de robots chinois avec lesquels on peut discuter. On fait un peu commande vocale, mais là, ils vont quand même un peu plus. Ils vont beaucoup plus. Tu vois, c'est rigolo, mais les gens qui l'essayent, ils disent s'ils passent le pied d'une table, ils se perdent. Ils font les jambes des gens avec les pieds des chaises. Bon, je pense que parce que comme c'est un produit américain, voilà, il y a eu aussi ça. Voilà, je pense qu'il y a ce côté. On l'a fait. Il est mignon. Ça change, mais. une petite tête de Wall-E. Ils sont dingues. DJI qui a sorti son modèle. Ouais. DJI qui vient de sortir le Romo 2, visiblement. Il a un truc rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'il détecte les plaintes ou alors des angles, il sort. Il a comme un truc qui se déclenche, comme un petit bras qui nettoie en fait les angles morts finalement d'un robot traditionnel. C'est quand même assez impressionnant. Surtout, là, il y a une innovation. Hein. Mais j'attends de voir les Chinois là, dans 6 mois. Là, bien sûr, là, les gars, ils ont la même version. Et peut-être encore mieux. Avec l'efficacité de leur base habituelle. Surtout que les robots chinois et asiatiques sont beaucoup faits au même endroit. Donc en fait, il y a une partie des marques qui manufacturent dans les mêmes usines. Évidemment. Et oui, mais c'est cette bataille des robots aspi. Et d'ailleurs, c'est dingue, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les Fnac, les Darty, des trucs comme ça. Il y a des rayons entiers de ces robots-là. Et à tous les prix. Et ça marche.
ça marche parce que les gens se disent, ok, bah, si ça m'évite de passer l'aspi de temps en temps, etc., le taux de renouvellement est supérieur même aux aspirateurs. Hein. Oui, une fois qu'il y a goûté, mais en fait, il y a un énorme marché à conquérir parce que je crois que c'est 15% des foyers qui sont équipés en France. Donc tu vois, il y a encore il y a beaucoup de surtout de foyers, si vous avez déjà un robot aspirateur à la maison qui date d'il y a 4-5 ans. Oubliez-le, hein. Vous voyez ce que font les nouveaux. C'est notamment la puissance d'aspiration. La puissance d'aspiration, lavage, les bases, qui permettent de vous n'avez plus besoin de mettre, d'ouvrir ou enlever des sacs ou des machins, etc. Et tout. Il se nettoie tout seul. Et maintenant, ça va être la Lifa. Hein. Ils vont monter les escaliers tout seuls. Et parfois, tu as des promos avec des Xiaomi à 100 €. Enfin, je veux dire, à un moment, tu réfléchis même plus. Si tu as des enfants ou des animaux, etc., c'est le truc, c'est qu'il faut avoir une maison ou un appartement bien rangé, quoi, parce que sinon, même il commence à un peu bordélique. Si t'as des chaussettes et partout, c'est pas bon. Et surtout des morceaux de pizza. Et ça, bon, chez Nico, il y en a pas. Hein. J'habite dans une pizzeria. On reste dans les robots, on reste en Chine avec Unitree, cette boîte incroyable qui nous bluffe à chaque fois avec des nouvelles vidéos postées, alors soit de boxe, soit de... Tu en sais quelque chose, Anthony. Je me suis pris quelques pains. Il s'est pris un uppercut dans le ventre en janvier dernier. Là, c'était quand même assez impressionnant. Les danses, enfin les trucs comme ça. Et alors, ce qu'il y a de fou, c'est que la Chine, pour apporter encore plus de ludique dans cette compétition technologique qui est incroyable, a organisé des jeux, j'allais dire des Jeux Olympiques un peu. Oui, c'est ça, des Olympiades robotiques. Voilà, des Olympiades robotiques. C'est exactement ça. En fait, il y avait 2 événements quasiment au même moment pour vraiment montrer leurs muscles technologiques. C'était la World Robot Conference, donc qui est vraiment la grande conférence mondiale selon son nom de la robotique, mais qui est une conférence chinoise qui est organisée chaque année en Chine. Et puis, quelques jours plus tard, il y avait donc ces Olympiades robotiques qui étaient organisées en grande pompe à Pékin avec vraiment tous les codes des JO. C'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie d'ouverture, c'était dans un stade, vous aviez donc du public, vous aviez un défilé, le défilé des athlètes le premier jour. Parce que là, il y avait tous les pays. Il y avait beaucoup de pays, il n'y avait pas que la Chine. En fait, il y avait 16 pays, mais en réalité, quand tu regardais, tu avais 95% de robots, c'est des robots chinois en fait. Donc ils étaient vraiment ultra surreprésentés. C'était des laboratoires universitaires, des labos de recherche, des grandes entreprises qui venaient présenter leurs modèles. Et donc ces modèles s'affrontaient dans une 50aine de disciplines. Alors beaucoup de disciplines sportives, il y a aussi des trucs non sportifs, mais c'était beaucoup. Donc tu avais du sprint, de l'haltérophilie, du saut en longueur, du tennis saut en hauteur. Saut en hauteur. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs. Et c'est vrai. Alors déjà le défilé des athlètes, enfin c'est vraiment les Stormtroopers dans Star Wars, c'est presque un peu inquiétant, tu vois. Et après, quand tu vois les images des robots sportifs, je dois dire que c'est de plus en plus impressionnant puisqu'il y a un certain nombre de records humains qui ont été battus. Donc pulvérisés même, carrément. Pulvérisés. Donc tu as notamment le record du 100 mètres mythique d'Usain Bolt, évidemment, qui a été battu par un robot qui s'appelle Lightning. Donc Lightning, c'est la foudre. Et il a fait donc le 100 mètres en 9 secondes 39. Donc 9 secondes 39, c'est vraiment explosé le record d'Usain Bolt. Et alors on va me dire, oui, bah, c'est facile, c'est un robot. Mais en fait, non, c'est extrêmement compliqué d'avoir la coordination, l'agilité et la puissance pour pouvoir battre Usain Bolt au sprint. Ça se fait pas comme ça. Et ça fait des années et des années que les fabricants de robots travaillent. Je sais pas si vous avez vu la course, le 100 mètres. Ça se finit. Oui. Le truc, il finit dans les bâches et le robot, il prend feu. Tellement le truc, il a donné. C'est assez drôle. Il allait au bout de son effort. Les gens qui se sont mis à dire, si vous êtes poursuivi par un robot, courez vers un mur. Il va aller dedans. Mais moi, ça me rappelle, vous vous souvenez, ça fait des années qu'on voit les combats de robots, donc des écoles d'ingénieurs et tout qui font les robots qui se tournent avec des émissions même. Mais oui, c'est extraordinaire. Et qui aurait pensé voir là, sur un track comme ça, des robots courir plus vite. Gonzague, l'année dernière, rappelle-toi, il y avait eu déjà les premiers JO, les gars, ils faisaient juste le petit marathon, quoi. Il y avait un truc, les robots, ils avançaient pas, c'était catastrophique, etc. Et là, maintenant, c'est incroyable. Et si vous vous rappelez aussi, en fait, ça fait des années qu'on parle de Boston Dynamics, qui nous a toujours impressionnés avec ces robots qui sautent, le robot chien, le machin, qui étaient d'ailleurs tous très flippants. Et là, c'est le marché asiatique a complètement pris le devant de la scène médiatique. Sur ce sujet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse de la progression de ces robots. Parce que, alors tu le disais, nous, on a l'occasion d'en voir et d'en tester assez régulièrement. Et en fait, quand tu vois où on en est aujourd'hui versus où on en était il y a 1 an ou 2 ans, c'est quand même très très spectaculaire. Moi, par exemple, pour prendre un autre exemple que la boxe où je me suis fait laminer par un robot, c'était... D'ailleurs, je pense qu'il faut que
comme tu vas aller sans doute au CES l'année prochaine, que tu t'entraînes. Oui, avant d'arriver là-bas. Ouais, c'est ça. Tu formes un robot pour que tu puisses te battre à armes égales. À armes égales, ce serait bien. Mais tu vois, par exemple, j'avais affronté c'était au CES, je crois que c'était l'année d'avant, un robot au tennis de table. Et moi j'ai un niveau camping au tennis de table, donc je joue, mais voilà. Oui. Et j'arrivais à tenir tête au robot. Aujourd'hui, tu as des robots comme celui de Sony qui avait été présenté il y a quelques mois et qui s'appelle Ace, qui bat aujourd'hui des professionnels humains, qui n'est pas encore au niveau des frères Lebrun, mais qui est au niveau des professionnels humains. Donc c'est te dire, si tu veux, l'évolution, c'est-à-dire dans la capacité à analyser la vitesse de la balle, à positionner la raquette de manière presque parfaite. Et donc là encore, on se dit, ça va très 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 vite. Et évidemment, les applications derrière, parce que dans l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose de faire courir un robot comme ça. Mais c'est que tu vas avoir des robots qui vont pouvoir être utilisés dans des usines, dans des entrepôts, dans la défense aussi, dans l'armée, pour, je sais pas, faire de la patrouiller dans des zones dangereuses. Tu peux les utiliser pour faire de la surveillance industrielle. Enfin, on peut imaginer plein de cas d'usage pour des robots médicaux aussi, concevoir des nouveaux types d'exosquelettes. En fait, toutes les avancées qu'on voit ici dans le domaine de la motricité, de la souplesse, de l'agilité, et qui sont, c'est vrai, très spectaculaires, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre dans nos vies dans les années qui viennent. Donc, faut pas se dire juste ça sert à rien, c'est complètement débile. Non, en réalité, c'est une démonstration technologique, mais derrière, il y a des cas d'usage qui sont bien réels. Là, et faut pas croire qu'il y a que la Chine en fait derrière tout ça, parce que Nvidia est vachement impliqué. Mm-hmm. Le moteur de l'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est du Nvidia. Unitri là, qui a été introduit en bourse récemment, là, ça fait un carton et ils ont présenté. Ils sont un peu tombés, mais ils ont présenté un robot qui s'appelait Superman, qui courait plus vite, encore plus vite que celui qui a gagné, qui fait des sauts de 2 mètres, etc. Ils ont aussi un nouveau robot qui s'appelle le H2+. C'est la plateforme de référence Nvidia. C'est Isaac Groot à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui va servir à tous les fabricants de robots. Oui, c'est un peu le cerveau du robot. C'est ce que Nvidia a déjà fait avec l'IA. L'IA, ils ont filé les kits de développement, les machins, vous avez toutes les briques, développez votre IA. Nous, on a le matos et l'interface avec le matos. Ouais. Pareil pour les robots. Et en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu cette d'ailleurs, si tu fais le parallèle entre la progression des robots et la progression de l'IA, je pense qu'on est sur les mêmes vitesses de oh waouh, comme c'est choquant. Et Nvidia, en fait, bosse depuis longtemps sur des moteurs de simulation du réel qui permettent d'entraîner des robots sans avoir à ce qu'ils existent physiquement. Et donc, c'est ça qui permet aussi ce genre de progrès. Ouais. Donc, ils sont très forts. Et là, ça va très vite, en fait. Ouais. Je pense qu'on ne pensait pas que les robots iraient aussi vite. Et je pense que là, l'arrivée de l'IA et tout ça... Moi, ça me fait penser, il y a 20 ans, avec Deep Blue, finalement, où on commençait à avoir des robots qui tenaient tête aux meilleurs joueurs d'échecs. Et puis, un jour, Gasparov s'est fait battre. On vit la même chose, maintenant, dans un autre domaine, qui est plus l'électromobilité, finalement. C'est du calcul, mais c'est un autre type de calcul. Et voilà. Et la logique veut que dans quelques années, on se fasse battre par la technologie, par la mécanique, par l'IA dans tous les domaines humains. C'est une nouvelle blessure narcissique pour le. C'est une nouvelle blessure narcissique. C'est vrai. Hein. Et la différence dont on enfante. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est créé par l'humain. Créé par l'humain. Et à la différence d'un Deep Blue où il y avait, je sais pas combien d'ingénieurs derrière cachés pour lancer la bécane, pour que ça fonctionne, etc. Là, les robots, vous pouvez même commencer à les acheter. Hein, ça coûte 30 000 balles. Hein, vous pouvez avoir un Unitri à la maison. Hein, faut le faire venir. Pour l'instant, ils sont un peu abrutis. Ils ne peuvent pas trop faire grand-chose. Mais s'ils peuvent courir, moi, ça m'intéresse. Mais ça va aller vite. Ah bah attends, trop bien. Un robot lièvre qui court avec toi. Maintenant, le grand public peut avoir ces robots. C'est clair. Ou les entreprises. Alors qu'en fait, demain... Alors, Deep Blue, c'était pas possible, quoi. Deep Blue, il fallait un hangar. Voilà, il fallait un hangar pour mettre la bécane. Mais Deep Blue, c'est le cas maintenant. Maintenant, tu as des IA, tu joues aux échecs, c'est dans ton téléphone, tu as 10 fois la puissance de Deep Blue. Hein. Tu joues à Stockfish, les programmes d'échecs qui sont infiniment plus forts que le meilleur joueur humain. On ne reviendra jamais en arrière. C'est grâce à cette miniaturisation aujourd'hui qu'on arrive à faire tout ça. On termine, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque quand même l'actualité d'Apple, parce que ça bouge du côté de chez Apple. Vous le savez, le 9 septembre prochain, ça a été annoncé il y a quelques heures, Apple présentera ses nouveaux iPhones. Un rendez-vous à suivre, bien évidemment, chez nous, dans Tech & Co. Le 9 au soir, on sera en direct dès 19h sur BFM Business, à la radio, à la télé, pour vivre tout ça. BFM Tech, tu en parleras aussi, bien évidemment, Anthony, sur Clubic. Forcément, ça sera toute l'actu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà... Alors, Apple a déjà communiqué sur un produit qui est sorti, là. C'est leur nouveau processeur, en fait, qui est le M6. Alors, c'est décliné, il y a le M5 Max, M5 Ultra, tout ça, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont d'une puissance
Incroyable. C'est en fait c'est le nouveau Mac Mini qui va intégrer cette puce M6 et en fait c'est devenu le Mac Mini est devenu chouchou des férus d'IA parce qu'en fait c'est la machine parfaite pour faire tourner des agents IA. Donc vous avez une mémoire unifiée, plein de puissance de calcul. Et aujourd'hui, c'est ce que utilisent les devs et même les passionnés, parce que vous n'avez pas besoin d'être dev pour faire tourner des agents IA. Et voilà, donc Apple a sorti ça, 40% de puissance en plus. Le prix, par contre, il augmente. On était avant le Mac Mini, oubliez le Mac Mini à 600 €. Là, c'est fini, cette histoire. Maintenant, on est à plus de 1000 €. Pour une bécane en 16 Go avec 256 Go de stockage. Et le Mac Studio qui n'est pas encore disponible avec le max de mémoire vive, tu pourras le configurer bientôt avec 512 Go, ça coûtera je pense 30 000 €. Donc, voilà. Et ça marche vraiment là le truc, ce que tu disais, moi j'en ai vu plein là, passer sur les réseaux sociaux des messages de mecs qui disent j'ai acheté 5 ou 10 Mac Mini, je les fais tourner et en fait c'est mon entreprise quoi. Et genre ils ont une entreprise qui tourne toute seule. Ils ont leur propre IA. Et du coup ils génèrent des revenus comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est une arnaque. Ils utilisent OpenClaw. On a fait des dossiers nous sur Clubic. Hermès qui est le remplaçant. Voilà. Et vous utilisez en fait c'est un gestionnaire d'IA, d'agents IA. Et moi je suis pas d'accord avec ce ça fonctionne plutôt bien. Mais oui, ça fonctionne. Et effectivement, tu peux faire tourner des modèles en local, mais le progrès et la puissance des puces fait que et le progrès des modèles fait que par exemple les modèles qu'on appelle de frontière, c'est les plus récents, les plus puissants comme Sol et Fable chez OpenAI et chez Anthropic ne peuvent pas tourner sur un Mac Mini et en fait pourquoi parce que c'est pas assez puissant, parce qu'il faut une RAM folle, il faut encore plus ça tourne dans des fermes de serveurs. Mais est-ce que tu as besoin de toute cette puissance? L'ordinateur agentique en fait ce qui est bien c'est que tu peux faire des trucs assez basiques avant qui nécessitaient des serveurs, le faire dans le cloud. Là avec un Mac Mini il faut quand même pas mal de RAM si tu veux il faut de la RAM de toute façon c'est la RAM. Un modèle comme Qwen etc. Il faut 20 Go de RAM. Donc il faut un Mac qui a déjà 20 Go et en fait la configuration. Mais après c'est une équation économique. Oui mais par exemple tu investis 10 000 balles dans je dis n'importe quoi, dans un Mac avec 20 Go de RAM. Ça fait une belle somme déjà. Ouais, mais est-ce que ça va pas te faire économiser des tokens que tu vas payer chez Claude? Je trouve le calcul assez complexe parce que pour $20 jusqu'à $200 chez OpenAI et Anthropic, tu peux avoir des forfaits qui te donnent accès au modèle frontière, donc à la toute puissance. Au tout petit modèle qui coûte beaucoup moins cher. Non, mais pas en illimité. Pas en illimité. Ils ont recoupé, t'as vu, à tout moment, ils peuvent couper le nombre d'heures de calcul par jour. J'ai un abonnement à $200, donc versus investir 10 000. Mais par contre, tes données, tu maîtrises pas forcément tout. Bien sûr, mais la puissance du truc, elle est folle. Ça marche de partout. T'as pas besoin de maintenir un data center chez toi et il n'y a pas un coût upfront de 10 000. Et surtout, s'il y a un éditeur qui sort demain quelque chose de mieux, j'arrête mon abonnement à 200 chez celui-là, j'en change. Une fois que ta machine, tu l'as achetée, si le processeur... Ça peut avoir un intérêt. Et là, par exemple, OpenAI, ils viennent d'annoncer leur propre puce, comme les TensorFlow de chez Google, etc., qui ont l'air d'augmenter les capacités et la vitesse de leur système d'une magnitude qu'on n'aura pas avant un bout de temps sur nos machines. Donc, Mais c'est quand même une grosse tendance, parce que tu vois, par exemple, en Chine, la grande tendance, c'est tu prends les cartes graphiques NVIDIA d'il y a 2-3 ans, tu augmentes la mémoire vidéo, et ça te fait des super ordinateurs pour faire un ordinateur agent. C'est clair. Ça te permet de faire tourner des trucs en local, et pas forcément, tu cherches pas forcément le truc le plus puissant, mais pour aller, pour envoyer un bot, pour aller faire une revue de presse. Est-ce que tu as besoin d'aller forcément prendre un abonnement à 200 balles? Bon, écoutez, voilà. On va terminer de quoi je mène sur cette question de Nicolas Guyot. Merci à tous les trois. Merci Anthony. Merci François, merci à tous. Anthony Morel sur BFM Business, Gonzague d'Ambricourt. Merci mon Gonzague, à très vite. Et puis Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Si vous voulez évidemment avoir toute l'actu, Clubic est là pour ça. Le petit module bonus vous attend si vous êtes avec nous en audio. On vous offre quelques minutes supplémentaires avec Anthony, Gonzague et Nicolas tout de suite. Et puis pour vous, pour tous les autres, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci de nous écouter et de nous regarder. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.